Bonjour à tous et bienvenue. La Coupe du Monde 2022 débute aujourd'hui. Alors, ce n'est peut-être pas l'effervescence habituelle et on peut le comprendre vu les divers scandales ayant entouré ce mondial. Nous, depuis des années, on évoque les multiples turpitudes et crimes du football international, comme ces affaires de pédocriminalité couvertes par les plus hautes instances sportives, des matchs truqués, des corruptions, des rétrocommissions, en voulez-vous, en voilà. Aujourd'hui, on va lancer une série un peu plus sport, un peu plus foot, un peu plus beautiful game, parce que j'ai envie aussi de me changer l'esprit, qui va débuter par le Qatar, le pays hôte, en parlant d'un angle simplement footballistique. Comment le petit Émirat, qui était une nation correcte du Golfe, qui passait quelques tours de qualification en zone Asie, est devenu en l'espace d'une décennie une des nations fortes du continent asiatique. Rendez-vous compte, en 2019, ils vont gagner cette Coupe d'Asie, en plein blocus, en plus ça avait été très fort politiquement, mais aujourd'hui, quand on voit l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Sud ou le Japon, les nations historiquement fortes de la zone, et bien le Qatar arrive à tutoyer cela. On se rappelle, lors de la Copa América de la Gold Cup, le Qatar avait été invité, comme d'autres équipes, d'ailleurs le Japon avait été aussi invité, et on les avait vus faire plutôt bonne figure. Demi-finaliste à la Gold Cup, simplement défait 1-0 en demi-finale face aux États-Unis, et à la Copa América, un match nul en entrée face au Paraguay. La Colombie avait eu toutes les peines du monde à s'imposer simplement 1-0, et l'Argentine avait gagné 2-0 face au Qatar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en un peu plus d'une décennie pour qu'on passe d'une sélection qui vivotait et qui naturalisait au compte-gouttes certaines personnes, certaines personnalités, notamment sud-américaines, pour essayer d'améliorer le niveau de son équipe. Et oui, parce qu'à l'époque, dans les années 2000, on a commencé un peu à mettre de l'argent dans le football qatari et principalement pour son championnat. On a tiré divers stars. Alors, il y a des exemples, voulez-vous en voilà, de Marcel Desailly à Batistuta. L'expérience, des fois, n'a pas été toujours concluante, mais on a essayé de donner cet attrait et une visibilité au championnat qatari. Alors, évidemment, les moyens étaient très importants, sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'a développé le football qatari. C'est le projet Aspire qui a débuté en 2004. L'idée, c'était de former, et pas uniquement sur le football, un centre sportif d'excellence pour tous les athlètes afin de rayonner au niveau international et de récupérer des athlètes plutôt jeunes pour entamer ensuite un processus de naturalisation et d'avoir l'élite du sport qatari. Alors comme je vous le dis, il y a aussi des naturalisations un petit peu bateaux et des athlètes qui ont bénéficié de ces structures exceptionnelles. Pour avoir visité Aspire, parce qu'on avait ouvert gentiment cela quand j'étais au Qatar pour Pakistan, Cambodge, je peux vous dire que c'est absolument impressionnant pour tous les sports. On a vu qu'en athlétisme, il y a eu des résultats. On a vu également qu'au hand, il y a eu des résultats. Ah non, le hand, on va en reparler tout à l'heure. En fait, athlétisme et handball, on a eu des naturalisations complètement fantaisistes de personnes qui n'avaient rien à voir avec le Qatar, qui n'avaient pas grandi au Qatar, qui n'avaient pas de liens familiaux. Alors ça a fait énormément jaser. Rappelez-vous notamment le mondial de handball avec également des fans qu'on avait ramenés, qu'on payait pour encourager le Qatar. Au foot, ça a été un petit peu différent. Au début, il y a eu cette idée de naturaliser à tout va, notamment des Brésiliens. Et en 2004, si je ne dis pas de bêtises, il y avait notamment l'ancien buteur du Werder Brême, le un petit peu ventripotent quand même, Ailton, qui était quand même un sacré buteur de Bundesliga. On lui avait offert de l'argent et un passeport qatari. Sauf que ce mouvement et celui de deux autres Brésiliens avaient été bloqués par la FIFA. Alors, il n'y avait pas que le Qatar qui faisait des naturalisations fantaisistes et qui s'appuyait en fait sur un vide au niveau de la juridiction et des statuts. On avait le Togo qui avait naturalisé des Brésiliens en veux-tu en voilà. On avait la Guinée équatoriale également, ou quelques années plus tard, le Timor oriental. Et alors eux, c'était exceptionnel parce qu'on a fait des faux papiers, des faux actes de naissance, etc. qui passaient par l'église, la politique et le football. Un jour, on fera peut-être un épisode spécial Timor oriental parce que dans le crime, on était à un très haut niveau. Donc le Qatar avait essayé cela, d'autres nations du Golfe également. À un moment donné, la FIFA a changé ses règles. Il fallait donc que la personne réside au moins 5 ans de suite dans le pays après ses 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou un lien de parenté qui peut remonter jusqu'aux grands-parents. Or, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour le Qatar? Eh bien, c'est passé un phénomène démographique, en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe que vous voyez, plus de 50%, c'est même plus de 60%, soit n'est ni qatari, ni de père, ni de grand-père, c'est-à-dire qu'ils ont des origines étrangères, soit ils sont nés sur le sol, un sol étranger. On a des gens qui sont nés en France, en Algérie, au Portugal, au Ghana, au Soudan ou en Irak notamment. Et on a des joueurs d'origine yéménite, tanzanienne, soudanaise notamment. Et en fait, ces jeunes-là, soit ils sont nés dans leur pays et venus très tôt au Qatar avec leur famille pour des raisons de travail, aussi il y en a qui sont nés en Égypte, soit ils sont nés au Qatar de parents étrangers qui sont venus justement pour le travail. Et oui, suite aux 2 chocs pétroliers, l'Émirat avait besoin de main-d'œuvre et donc ce sont tous ces travailleurs. Alors des fois ça peut être simplement des gens sur les chantiers, notamment des gens soudanais, des gens qui font un taxi, employés dans des shops, etc., ce que vous voulez, ou d'autres, on va dire par exemple des ingénieurs, notamment égyptiens, puisqu'il y a le fils d'un ingénieur égyptien qui fait partie de cette sélection. Et donc tout cela a entamé le processus de naturalisation comme on a pu le voir dans plein d'autres pays. Rappelez-vous la France, tout simplement, dans les 30 Glorieuses,
et cette immigration de masse notamment, et ben aujourd'hui on a les fils, les petits-enfants, parfois les arrière-petits-enfants qui vont notamment jouer pour la France, dont les aïeux venaient en effet d'un autre pays. Donc on a ce phénomène-là, et on a un autre phénomène aussi, c'est quelques naturalisations quand même un peu folkloriques, on va quand même un peu le dire, notamment d'un joueur irakien qui a fait beaucoup de débats, notamment sur le certificat de naissance d'un de ses parents, si je ne dis pas de bêtises. Et on a un deuxième type de naturalisation au Qatar, ce sont des joueurs qui se sont formés à l'étranger. On a le cas évidemment du milieu de terrain, alors je ne vais pas dire de bêtises, Karim Boudiaf, je ne vais pas dire de bêtises, qui vient de Rueil-Malmaison, qui a fait toute sa carrière au Qatar. Il a été à Nancy, notamment en jeune, où il a été formé. Il y a également d'autres joueurs qui viennent d'Algérie, qui viennent du Portugal, ou du Cap-Vert, parce qu'en l'occurrence, il était entre le Portugal et le Cap-Vert, et qui donc ont fait leur formation à l'étranger, également au Ghana, et qui arrivent à l'âge adulte pour jouer au Qatar, et qui après, au bout d'un certain nombre d'années, peuvent obtenir la naturalisation, donc selon les statuts FIFA. Donc en fait, vous avez ces deux types de joueurs, plus d'autres qui sont de parents qataris qui composent en fait cette sélection. Donc on avait essayé en fait de réduire les naturalisations fantoches, puisque historiquement le meilleur buteur de la sélection qatari, l'Uruguayen, Sébastien Soria, qui jouait depuis très longtemps, et je crois même qu'il a, je ne sais pas s'il a encore pris sa retraite d'ailleurs au Qatar, qui était une des figures évidemment du championnat et de la sélection. Il a mis 36 buts, plus de 100 sélections, et donc ce phénomène-là aujourd'hui tend à se dissiper, parce qu'on a dit pas mal de coachs, Fossati notamment, qui a été l'Uruguayen, qui a coaché le Qatar. En fait, notamment athlétiquement, tu as différents types, tu as différentes morphologies, et c'est vrai que quand tu vois le Qatar, c'est différent. On va prendre un exemple tout bête. Quand vous allez à Djibouti, sur la corne de l'Afrique, on en a reparlé avec Julien Met, quand vous allez en Éthiopie, avec Abraham Mebratou, j'en ai beaucoup parlé aussi, qui était le coach, vous avez des joueurs qui physiquement ont un profil qui vont se ressembler. Regardez Djibouti, c'est absolument pas un cliché de dire ça, regardez une photo, regardez au bout de temps une photo. Il y a certains coins où vous avez, on va dire, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, je ne suis pas du tout dans la science, dans le niveau génétique, etc. Vous avez des joueurs, par exemple, à Djibouti, qui sont très fins et qui sont pas très grands. C'est une réalité. Là, au Qatar, de par la mixité de la société qatari, vous avez un peu tous les profils, ce qui permet de compenser un déficit athlétique qu'on retrouve souvent quand une équipe asiatique va jouer une équipe, par exemple, européenne. C'était notamment quelque chose qui gênait un petit peu l'Arabie Saoudite à ce niveau-là. Ils n'aiment pas trop à ce niveau-là. Donc, il y a eu ça, et en même temps, toute la formation d'Aspire qui a été cornaquée par des top coachs. Alors, évidemment, le secrétaire aujourd'hui, c'est Ivan Bravo, qui était au Real Madrid, et le coach, Félix Sanchez, qui est là depuis 2006. Alors, au début, il était un an entraîneur. Il est maintenant sélectionneur du Qatar après avoir s'est occupé des moins de 19. Je crois que c'est depuis 2017 à peu près qu'il est sélectionneur A. Donc, si vous voulez, c'est un projet à long terme qu'a mené Aspire, avec de la stabilité. Ce qui change quand tu vois certaines gestions, celle du Paris Saint-Germain ou des clubs qataris, où on a laissé les gens travailler. Il y a eu un Anglais au début, il y a ensuite des gens qui venaient de Red Bull, de la Lazio. On a essayé de mettre le top et on a essayé de changer les mentalités. Il y a une série qui était très intéressante faite sur le site de France Foot il y a quelques années, que j'ai mis en lien, qui vous explique tout cela. La manière de s'entraîner, de se nourrir. Et en fait, l'idée d'aller plus loin, de voir la motivation. Parce que c'est vrai, sociologiquement, pour en avoir parlé avec tout le staff uruguayen qui était en Uruguay de Fossati, il me disait, tu as des jeunes, notamment des jeunes qataris, ils ont déjà la belle vie quelque part. Il n'y a pas de problème d'argent, de ci, de là. Et cette culture de l'effort, de faire plus, etc., c'était peut-être pas forcément naturel parce que quelque part tout venait un petit peu. Donc en fait ils nous ont dit, avec le programme Aspire et nous, l'idée c'était de les pousser dans leur retranchement et tu n'avais que les meilleurs qui arrivaient. Donc on a extrait les meilleurs des joueurs qataris. Ça a été très bien fait à Aspire, c'est comme Aspétar, la grande clinique. C'est un véritable succès pour le Qatar quand on voit le résultat, quand on voit l'évolution même du jeu. Aujourd'hui, vous avez une équipe qui tactiquement est très solide. Honnêtement, tactiquement, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Asie. Parce que les joueurs, depuis leur plus jeune âge, ils ont appris à jouer d'une telle manière. Et même à jouer de plusieurs manières, de revenir, de contrer. Et techniquement, tu as quand même quelques petits artistes. Alors évidemment, on va parler d'Al-Moez Ali, qui je crois est né au Soudan, si je ne dis pas de bêtises, de parents soudanais, qui est arrivé très jeune au Qatar. Alors, même s'il y a toujours un débat, c'est incroyable, parce qu'à un moment donné, on a essayé de protester contre sa naturalisation, alors que ça fait des années qu'il jouait pour le Qatar. Alors certains de mauvaise langue diront que la fédération du Qatar a sorti un certificat de naissance de la mère du joueur qui serait né au Qatar. Du jour au lendemain, ça rappelle un peu le cas du joueur irakien. Donc là, évidemment, on est un peu dans le folklore, mais on a également Akram Afif, je dois mal le prononcer, qui est un peu la petite merveille, que certains annonçaient en Liga, il s'était entraîné avec Villarreal à l'époque, d'origine tanzanienne et yéménite, si je ne dis pas de bêtises, qui est né au Qatar, qui est vrai que techniquement, c'est difficile de lui quitter la balle. Et donc, tu as ce mélange-là avec des joueurs un peu plus solides, et surtout, tactiquement, c'est très cohérent. D'ailleurs, si tu regardes les résultats de cette préparation qui a duré très longtemps, et tous les matchs, alors ils n'ont pas joué des très grosses nations, le Qatar va jamais mettre des cartons, mais c'est rare qu'ils prennent un éclat. Parce qu'aujourd'hui, c'est cohérent, parce que tu as un projet qui s'est fait d'année en année. Et d'ailleurs, même le championnat. Alors, tu as des clubs toujours un peu folkloriques qui changent plein de joueurs et tout. On a changé aussi la règle vis-à-vis des étrangers. On a mis moins d'étrangers. On s'est adapté, en fait, le 3+1 en Asie. 3 étrangers plus un joueur que tu peux prendre aussi au niveau asiatique. Ça a permis de mettre davantage en avant des jeunes
issus de la formation, issus de certains clubs. Tu as certains clubs aussi qui sont vraiment structurés. Alors évidemment, Al-Douaïl, le club de l'émir, mais Al-Gharafa, Al-Sadd, après ça dépend, certains avaient des mauvaises années et autres. Mais quand tu compares aux années 2000, où c'était quand même un peu n'importe quoi, tu avais des mecs, on essayait de naturaliser à tout va, on amenait plein d'étrangers, ça n'avait pas vraiment de sens, à aujourd'hui, tu as aujourd'hui un fil conducteur. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais quand tu vois toutes les structures, quand tu vois tous les entraîneurs qu'on a laissé travailler, imposer une philosophie, qui se voit également dans d'autres sports, ce n'est pas que le football, et quand tu vois aussi la composition de la société qatari, tu te rends compte que tu as un mix assez homogène au final et surtout assez polyvalent. Donc le Qatar aujourd'hui c'est une sélection qui compte et s'il n'avait pas été qualifié d'office pour le pays hôte, qui aurait participé probablement dans le dernier tour qualificatif et qui aurait joué sans doute entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, une place pour la Coupe du Monde et probablement en 2026 c'est ce qui arrivera. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair à ce niveau-là. On se retrouve très vite, comme je dis c'est une série donc j'ai mis la playlist sur la chaîne et puis n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse mon livre. Il est dispo, on en aura bientôt avec d'autres présentations parce que le livre est dispo de partout. Merci pour le soutien, keep the faith et à très vite.